Recettes mobilisées par les régies financières au 17 juillet 2025. Nous en parlerons dans cette édition Zoom Eco Live. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles et bienvenue à ce numéro. Avant tout, nous allons prendre les nouvelles en bref. On se retrouve juste après pour la suite. C'est parti. Selon le mercurial de prix de produits exportés par la République démocratique du Congo, publié le lundi 28 juillet dernier par les autorités compétentes, le café arabica est le seul produit agricole congolais à conserver une dynamique positive sur le marché international. D'après ce document, le prix du café arabica est passé de 5,49 à 5,57 $ américains le kilogramme, enregistrant ainsi une légère hausse de 0,08 $ pour la période allant du 28 juillet au 2 août 2025. Cette progression, bien que modeste, traduit une certaine résilience de ces produits dans un contexte de fluctuation globale. Le marché international du cuivre poursuit sa tendance baissière pour la deuxième semaine consécutive, selon les données publiées le 28 juillet 2025 dans la mercuriale de prix de produits de l'exportation de la République démocratique du Congo. Durant la période allant du 28 juillet au 2 août 2025, le cuivre s'est négocié à 9 740,75 $ américains la tonne, contre 9 751,50 $ la tonne la semaine précédente. Cette baisse, bien que modérée, s'inscrit dans un contexte plus large de volatilité sur le marché de métaux de base. Le cuivre, produit phare de l'économie minière congolaise, est fortement tributaire de la demande mondiale, notamment celle en provenance de la Chine, principal importateur. Le prix de la tonne de zinc, l'un des produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo, a connu une légère hausse de 0,70% sur le marché international. Il s'est négocié à 2801,85 $ la tonne au 28 juillet 2025 contre 2782,50 $ la semaine précédente, selon un communiqué du ministère du Commerce extérieur. Le prix d'une tonne de zinc observe une hausse sur le marché international au cours de la période du 28 juillet au 2 août 2025. Ces minéraux s'est négocié à 2801,85 $ la tonne la semaine sous analyse contre 2782,5 $ la semaine précédente, soit une hausse de 0,70% la tonne. L'Afrique serait le continent où la demande en produits de pêche croîtra le plus rapidement au cours de 10 prochaines années, selon un rapport conjoint de l'OCDE et de l'AFAO publié en juillet 2025. La consommation devrait y progresser de 24% entre 2025 et 2034, soit près de double de la moyenne mondiale. Environ 10 kg de poissons consommés par habitant et par an, l'Afrique reste loin derrière de la moyenne mondiale dont 21 kg. Mais cette situation devrait évoluer sous l'effet de plusieurs facteurs, notamment une population en forte croissance, l'amélioration du pouvoir d'achat d'une classe moyenne émergente, de besoins accrus en protéines dans un contexte de transition alimentaire. Plus de détails sur Zoom-Planet. Voilà, de retour sur ce plateau, nous allons déjà prendre les chiffres clés qui nous sont présentés par Adassa Grace. Adassa Grace, bienvenue. Merci Guy. Alors avant qu'on ne parle de ces chiffres prévus par vous, aujourd'hui nous aimerions commencer avec l'évolution du taux d'échange en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que l'on peut retenir? En ce qui concerne le taux d'échange, à l'officiel, 1 dollar s'échange à 2876,35 francs congolais, un franc CFA revient à 5,15 francs congolais et 1 euro se coopère à 3379,23 francs congolais. Et pour ce qui est du marché parallèle, aujourd'hui nous avons pointé Barumbu et dans ce coin de la ville de Kinshasa, nous avons remarqué que 1 dollar revient à 2850 francs congolais, un franc CFA s'échange à 5,20 centimes et 1 euro se coopère à 3380 francs congolais. Alors parlons de cette mobilisation, à combien s'est chiffré les recettes mobilisées par les services d'assiette en République démocratique du Congo? Voilà, au 17 juillet de l'année 2025, les recettes publiques de la République démocratique du Congo ont totalisé 2039,9 milliards de francs congolais, un montant qui est équivalent à 709,2 millions de dollars américains. C'est justement ce qui renseigne la note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo du 27 juillet de l'année en cours. Alors, ce montant comprend également
487,2 milliards de francs congolais qui a été mobilisé par le régie financière du pays et confirmant leur rôle central dans les financements de l'État. Grosse enveloppe, importante d'ailleurs, mais quelle a été la quote-part de mobilisation de chaque régie individuellement? La Direction générale des impôts, DGI en sigle, a contribué à hauteur de 841,2 milliards de francs congolais, soit la plus importante part de tous les autres régies financières. Elle est justement suivie de la Direction générale de douane et assises avec 372,1 milliards de francs congolais et la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation qui à son tour a collecté 273,9 milliards de francs congolais. Alors on se quitte avec cette question, Adassa Grace, qu'en est-il de l'exécution du budget des dépenses publiques? Voilà, du côté des dépenses, l'exécution budgétaire pour la première quinzaine du mois de juillet de l'année en cours s'élève à 1495,6 milliards de francs congolais. Justement, une large partie de ces dépenses ont été affectées à la rémunération des agents et fonctionnaires de l'État pour un total de 474 milliards de francs congolais. Le frais de fonctionnement des institutions et de ministères ont absorbé 429,9 milliards de francs congolais, tandis que 157,5 milliards de francs congolais ont été consacrés aux rétrocessions, notamment en faveur de provinces et entités décentralisées. Alors, ces niveaux d'exécution budgétaire laissent apparaître un excédent provisoire de 544,3 milliards de francs congolais sur la période analysée qui traduit également une relative maîtrise de dépenses publiques comparée aux recettes encaissées. Sur la période analyse traduisant une relative maîtrise de dépenses publiques comparée aux recettes encaissées. Et pour finir avec vous, Guy Chungu, je serai en train de dire que le chiffre offre un aperçu de la performance de finances publiques au cours de cette période, ou je dirais au cours de ce mois de juillet, et qui permettent également de suivre la dynamique budgétaire dans un contexte marqué par des enjeux macroéconomiques et sociaux persistants. Merci beaucoup à vous pour cette précision. Vous étiez donc à la présentation des chiffres clés. Merci beaucoup Guy Chungu, c'était un plaisir. Voilà, après, prenons cette fois-ci le dossier du jour qui nous sera présenté par Gardi Diana. Il revient sur cette annonce du président de la République sur la sortie d'un gouvernement d'ici un laps de temps. Une annonce qui fait couler déjà assez d'encre et de salive. Gardi Diana donne des précisions sur les quelques ministres considérés comme les champions du gouvernement souminois, mais aussi le sondage de la population. Il sera avec nous tout de suite après ceci. David, bienvenue. Merci. Alors parlons de cette nouvelle qui n'est pas tout à fait nouvelle puisque c'est une deuxième fois que le chef de l'État annonce la sortie de ce gouvernement. En ce moment où le regard arrive déjà vers la paix, mais aussi l'accord RDC-États-Unis, est-ce que c'est encore opportun la sortie de ce gouvernement? Opportun, oui, pour deux raisons. La première, c'est que les Congolais ont besoin de résultats. Ce gouvernement, certains ministres brillent par leur manque de résultats, mais aussi parce que vous avez évoqué l'accord bilatéral RDC-États-Unis qui est en perspective et que donc il faut se mettre déjà en ordre de bataille pour ne pas perdre l'élan de cette nouvelle approche stratégique utilisée par le chef de l'État. Y a-t-il de ce ministère ou de ce ministre qui n'ont aucun bilan à présenter selon vous? Vous savez, sans tomber dans le côté personnel, on s'interrogerait sur, pour un État comme la RDC, dont la valeur différentielle, ou la plus grande valeur différentielle est l'agriculture, aucune politique sectorielle, aucune action concrète menée par le ministre de l'Agriculture. Pêche et élevage, aujourd'hui, c'est vrai, on parle de l'arrivée des bateaux de pêche, mais là encore, on est dans les approches un peu plus structurelles. Les bateaux sont arrivés, ça il faut le reconnaître, les bateaux sont arrivés, je crois, il y a à la limite moins d'une semaine. Mais dans le contexte ici, au regard de besoins, au regard de soucis soulevés par le Congolais, il n'y a aucun résultat. Posons la question sur le ministère du portefeuille. Jusqu'à aujourd'hui, quelle est cette réforme majeure que vous connaissez? Au contraire, la plupart des sociétés congolaises sont en faillite et malheureusement, aucune politique, aucune proposition concrète n'a été faite, alors que l'actuel ministre du portefeuille, c'est quelqu'un qui a 8 ans. Il est ministre depuis 2016. Et il y en a comme ça, on citerait des ministères où pas de résultat. On sent quand même un pessimisme lorsque vous parlez de ce gouvernement de souminois. Vous n'allez pas nous dire que tout a été morose. La force du gouvernement souminois... Y a-t-il de ce ministère qui se sont quand même démarqués? La force du gouvernement souminois, c'est que le peu qui se distingue en fait un travail de qualité, ce qui fait qu'ils sont en train de tirer les autres vers le haut. Et l'avantage, c'est qu'il y a eu une coordination.
très efficace et cohérente avec l'actuelle PM, qui a permis à ce que de couvrir un peu la baie de cochon des autres ministres. Ce qui se distingue, chaque Congolais connaît ce que Thérèse Kaikwamba a apporté comme résultat dans son secteur. Le Congolais savent ce que Patrick Mouyaya a apporté dans son secteur, dans la gestion surtout de la communication des crises de cette guerre ici. Chaque Congolais sait ce que Marc Ekil a apporté avec la formation professionnelle, commençant par la réorganisation du cadre organique de ces ministères, un peu perdu entre les PST et les SU. Chaque Congolais sait aujourd'hui ce que le commerce extérieur, avec Julien Paluku, apporte aujourd'hui. Chaque Congolais sait exactement aujourd'hui, s'il faut parler, bon, l'industrie tangue un tout petit peu, mais il y a quand même 2, 3, 4 actions majeures. Chaque Congolais sait aujourd'hui que sur les considérations d'ordre de justice, les acquis que Moutamba a laissé, quelques acquis, bien qu'il y ait eu beaucoup de choses qu'on peut lui reprocher, il faut faire la part de choses entre son travail et ses déboires judiciaires, mais aussi la continuité qui s'est fait convenablement avec Samuel Mbemba. Et donc, il y a quelques ministres qui se sont distingués, mais malheureusement, sur un gouvernement des 54, ce n'est pas suffisant. Quel doit être le format de ces gouvernements? Souminois 2 ou un gouvernement avec certains champions sans Judith Souminois? Je ne pense pas. Je crois que si, selon le source en interne, c'est un gouvernement Souminois 2. Parce que c'est comme on dit, il faut consolider les acquis. Ces gouvernements, selon les sources ou ce qui devrait être? C'est ce qui serait selon de sources fiables en interne. Ici, le problème, c'est le gouvernement Souminois, question de consolider les acquis parce qu'on est dans une période charnière. Est-ce qu'elle mérite cette reconduction, Judith Souminois? Si vous me posez à moi la question, je vous dirais que rien ne peut aller à l'encontre. Parce que, si vous voulez, statistiquement, économiquement, vous verrez qu'aucun Premier ministre, depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, n'a fait mieux qu'elle. Merci beaucoup à vous, Gardissana. C'est à moi de vous remercier. Voilà, après lui, nous allons prendre cette fois-ci la prochaine rubrique et c'est tout de suite après ceci. Le 2 août de chaque année, la République démocratique du Congo commémore les génocides des Congolais. Et pour cette année, ah ben oui, des activités s'organisent et se préparent et en prélude. Il y a un colloque qui s'est organisé à Kinshasa pour commenter et parler de ces activités. Nous recevons pour vous sur ce plateau le directeur général Patrick Fata. Il est directeur général du FONAREV. Avec lui, nous allons évaluer les activités, mais aussi parler un tout petit peu du Génocost. Monsieur Patrick, bienvenue. Merci. Alors, on doit dire que cette commémoration, aujourd'hui, c'est le 3e, cette fois-ci, ça sera le 3e anniversaire cette année. Je parle du 2 août. Mais vous, en tant que FONAREV, vous existez depuis pratiquement plus d'une année, ça fera 2 ans. Quelles sont les différentes activités que vous avez pu mener depuis l'existence? Alors, FONAREV d'abord, comme fonds. Oui, de par la loi qui institue le FONAREV, mais aussi le décret qui nous organise, nous avons 3 missions principales. La première est celle d'identifier les victimes. On parle de victimes ici, considérées comme victimes, les victimes des violences sexuelles liées au conflit et les victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Donc nous avons pour mission d'identifier toutes ces victimes-là à travers la République, partout où elles se trouvent. Première mission. La deuxième, c'est de sensibiliser ces victimes à leurs droits, mais aussi de les aider à avoir accès à la justice. Troisième mission, on a un fonds de réparation. Donc la troisième mission est celle de réparer les victimes, donc d'allouer des réparations à ces personnes qui ont subi divers préjudices à travers ces années. Alors on doit dire que lorsque l'on parle du Génocost, beaucoup ont un regard orienté beaucoup plus vers les victimes de Kisangani, un tout petit peu Goma. Qui sont les personnes concernées qui bénéficient de ce fonds du FONAREV? Il ne s'agit pas seulement ici que de Kisangani, où il y a eu la guerre des 6 jours, et aussi les victimes de l'Est dans la globalité. Oui. Mais nous avons aujourd'hui des victimes de conflits tels que le Kamwina Nsapu dans le Kasaï. Les victimes des conflits tels que Mobondo sont considérées aussi. Et tout ce qui pourrait entrer dans cette définition de crime contre la paix et la sécurité de l'humanité et violences sexuelles liées au conflit. Les chiffres, parlons-en, puisqu'ici ce sont les chiffres qui doivent en priorité être mis en avant. Combien déjà de victimes vous avez pu identifier depuis que vous existez en tant que fonds? Mais aussi, est-ce que, c'est la question qui suit, vous avez le moyen de votre politique? Alors le défi est énorme. Okay? Avons-nous les moyens de notre politique? Oui et non. Je vous expliquerai pourquoi. Nous prétendons à plus de 10 millions de victimes mortes. Or, quand on parle de victimes aujourd'hui, il ne s'agit pas que de ceux-là qui sont morts, mais il y a aussi les survivants et les survivantes. Donc,
quand vous considérez ce nombre-là, les identifier déjà, ce n'est pas un travail qui va se faire en une année, le fonds n'étant opérationnel que réellement depuis 2 ans. Combien avons-nous identifié de victimes jusque-là? Nous arrivons à pré-identifier, parce que le processus d'identification, s'il faut en parler un peu, est assez long. Il y a cette phase où nous allons vers les victimes pour les rencontrer, écouter leur récit et les enregistrer. Après, il y a une phase de vérification de ces récits, donc les différents tests de cohérence qui vont s'assurer que les récits que nous avons entendus correspondent effectivement aux incidents qui ont été rapportés dans les zones concernées. Après vient une phase d'audit de ce fichier, au fur et à mesure qu'on avance évidemment, audit de ce fichier en interne, une certification extérieure de ces listes-là, avant que cette liste ne soit transmise au niveau de la tutelle, dans ce qu'on appelle la liste unique consolidée, pour authentification. Et enfin, la liste est transmise au niveau du tribunal de grande instance pour homologation. La réparation n'a pas encore commencé. Ce qui est normal. Alors, les réparations ont-elles commencé? Oui et non. Oui, parce que en attendant la validation de notre stratégie opérationnelle des réparations qui s'est faite au début de ce mois de juillet, techniquement, les réparations ne pouvaient pas commencer. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut être réparée qu'une victime qui a été identifiée. Identifier suppose avoir le statut de victime. Statut de victime suppose la décision du juge. Donc, vous voyez le processus, comment il peut être... Mais pourquoi vous l'avez alourdi? Non, il n'est pas alourdi. Je pense qu'il est rigoureux. Il n'est pas alourdi, mais il est rigoureux. D'ailleurs, depuis que le fonds existe, il a été mis en place un programme de mesures provisoires urgentes qui nous permet d'intervenir en faveur des victimes avant qu'elles ne soient formellement identifiées. Et dans le cadre de ce programme, nous avons déployé depuis plusieurs mois des cliniques mobiles, par exemple, qui nous ont permis de déployer des services médicaux dans les camps de déplacés, par exemple dans la zone Est, où les victimes ont eu accès à des consultations gratuites, à des examens de laboratoire gratuits, mais aussi à des médicaments. Dans le même sens, nous avons, dans certains camps déplacés à l'Est, dans la Chopo et en Ituri à Bunia, apporté des systèmes d'adduction d'eau pour améliorer autant que possible les conditions de vie de ces victimes dans le milieu où elles se trouvent. Ce n'est pas tout. Il arrive que nous soyons saisis sur des incidents, parce qu'ils continuent malheureusement, des incidents graves où le pronostic vital de certaines victimes est directement engagé. Et là, nous intervenons en urgence. Nous sommes intervenus en faveur de 174 personnes qui ont bénéficié de l'assistance médicale du fonds. Votre champ d'intervention est assez large. Moi, je m'en voudrais si je ne pose pas une question sur le finance. D'où vous viennent les fonds? Alors, je dois dire que dans le cadre du FONAREV, le travail de préparation a été bien fait. La loi qui nous crée et les textes qui nous organisent nous donnent 3 sources, on va dire, de revenus principales. La première, c'est que nous sommes bénéficiaires de la redevance minière. Donc aujourd'hui, dans la répartition de la redevance minière, il y a 11% qui est collecté directement par le FONAREV auprès des entreprises minières. Il y a d'autres sources qui n'ont pas encore été activées, dont nous aurons besoin dans les jours qui viennent. On doit aussi prendre une partie sur les primes d'assurance et sur tout ce qui est contrat lié à la vente ou encore à tout ce qui est crédit carbone. C'est des sources qui n'ont pas encore été activées, mais qui le seront dans les semaines qui viennent, parce que, rendez-vous compte, on peut se dire que le FONAREV reçoit un pourcentage de la redevance minière et que ça ferait, on va dire, un matelas financier assez intéressant pour réaliser ces missions. Mais je vous ai parlé ici de 10 millions de victimes à terme. Nous sommes dans un pays qui est toujours en conflit, donc des victimes qui continuent certainement à se rajouter. Est-ce qu'aujourd'hui, le FONAREV a besoin d'une assistance financière de l'extérieur pour mieux être à mesure de prendre en charge toutes ces victimes? Puisque vous le dites, 10 millions, ce n'est pas la porte à côté. Est-ce qu'il vous faut une main tendue? Nous ne faisons pas commencer. Je ne voudrais pas, à ce stade, parler de main tendue, parce que je pense que nous avons on doit faire nos preuves, en réalité. Ouais, mais vous venez de dire que ce n'est pas suffisant ce que vous avez par rapport aux défis que vous avez face à vous. Pour l'instant, nous sommes capables de mener les opérations d'identification. Je vous ai dit, 10 millions de victimes, on ne va pas les identifier en
en un mois. Ce n'est pas possible. Maintenant que nous lançons les programmes d'identification, le moment venu, nous irons voir les partenaires qui seront intéressés, je pense, à accompagner cette cause. J'aimerais qu'on commente, avant de finir, les colloques qui s'organisent depuis quelque temps à Kinshasa. Pourquoi ces colloques et ensuite, quelle sera sa portée internationale? Ce colloque qui met ensemble plusieurs scientifiques pluridisciplinaires, historiens, juristes et autres, va permettre d'examiner en profondeur les événements qui se déroulent dans notre pays depuis plus de 3 décennies et de dire si oui, elles répondent aux critères de ce qu'on appelle génocide. Parce que ce n'est pas tout massacre qui est appelé génocide. C'est ce travail qu'on est en train de faire, cet argumentaire solide que nous sommes en train de mettre en place qui nous permettra de porter le plaidoyer de manière beaucoup plus sérieuse à l'international. Comment vous faites pour prendre en charge les victimes qui se retrouvent dans des zones assez difficiles? Le FONAREV travaille avec ce qu'on appelle un écosystème. Qui est écosystème? C'est toute organisation étatique ou non étatique qui, avant l'existence du FONAREV, travaillait déjà en faveur des victimes, faisait déjà des choses. Et ces organisations sont disséminées un peu partout à travers la République. C'est sur eux que nous nous appuyons. Les ONG? Voilà, entre autres, que nous appuyons pour atteindre parfois les victimes que nous ne savons pas, on va dire, contacter ou réparer directement. C'est comme ça que nous sommes en partenariat avec plusieurs hôpitaux à travers la République et d'autres organismes qui nous aident à réaliser notre mission. Merci beaucoup à vous, M. Patrick Faka, pour votre disponibilité. Merci à vous. Et puis parlons éducation avec cette campagne lancée ici à Kinshasa par l'ONG Solidarité Plus Forever, une campagne qui consiste à sensibiliser les élèves sur l'hygiène menstruelle, une campagne qui a connu la participation notamment en termes de partenariat du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, mais aussi du ministre national de la Jeunesse qui a promis d'accompagner les activités sur terrain. Par la suite, l'ONG Solidarité Plus s'est envolée pour la même campagne, cette fois-ci à Lubumbashi. Elle a rencontré le gouverneur ad intérim de la province du Haut-Katanga avec qui ils ont eu des échanges fructueux sur notamment le lancement de ces activités au niveau de la province du Haut-Katanga. Elle ressort satisfaite. Je vous prie de suivre sa réaction au sortir de cette audience et on se retrouve juste après. Ce sera une deuxième phase de sensibilisation qui touchera 10 000 jeunes filles dans des écoles. Notre objectif est de briser les tabous, sensibiliser la jeune fille, sensibiliser les parents, voire même les enseignants, même toute la communauté, à bien prendre soin de la jeune fille, à parler de menstruation sans tabou, à éduquer, à informer, à former la jeune fille. Nous allons faire une descente dans toutes les 2 provinces éducationnelles de la province du Haut-Katanga. Nous avons ciblé 10 000 jeunes filles, voire même le jeune garçon. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et puis prenons cette fois-ci la rubrique Zoom Wende qui nous amène vers le marché Ziguida pour prélever les prix des différents types d'haricots. Ah ben oui, ça se passe ici à Kinshasa. Je vous prie de suivre Naomi Kandé, on se retrouve juste après. Bienvenue à tous. Savez-vous que la République démocratique du Congo regorge une très grande variété de produits agricoles? Parmi, on retrouve le haricot. Voilà pourquoi le marché Ziguida, situé dans la commune de Kinshasa, nous dévoile différents prix des haricots cultivés dans différentes provinces de la République démocratique du Congo. Découvrez ces prix et on se retrouve dans un instant. Débutons notre marché du jour avec le haricot Bilbil qui se fixe au prix de 3 500 francs. Le haricot venu tout droit de la ville de Goma se fixe au prix de 3 500 francs et 4 000 francs, parfois à 4 500 francs. Toujours au même marché des Ziguida, un copeau de haricots qui vient tout droit de Loufou se vend à 4 000 francs et 4 600 francs chez certains commerçants. Le haricot Basoda coûte 3 000 francs. Pour le fan des Mbwengi, cela revient à 3 000 francs. Toujours au même endroit, on trouve également le koundé ou haricot rouge
qui se vend à 3 000 francs pour le petit mbwengi. Le grand mbwengi revient à 4 000 francs et 3 500 francs. Terminons notre marché avec le haricot en boîte de conserve qui se vend à 8 000 francs congolais. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les différents rendez-vous, principalement le rendez-vous économique qui vont marquer la semaine en République démocratique du Congo? Nous allons prendre la rubrique agenda et on se retrouve juste après. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous économiques. La capitale française Paris accueillera du 1er au 3 juillet 2025 la première édition du sommet de jeunes entrepreneurs congolais. Cet événement a pour but d'offrir à la jeunesse congolaise l'occasion de dévoiler au monde leurs innovations et modèles de résilience, mais aussi de nouer de contacts avec des investisseurs, des institutions de développement et les membres de la diaspora congolaise. Notons également dans nos agendas la nouvelle session de formation axée sur l'éloquence et prise de parole en public qui se tiendra du 4 au 9 août 2025 à Kinshasa. Cette fois-ci, Femmes au cœur du développement prépare à son tour une conférence le 24 août 2025 à Kinshasa sous les thèmes l'impact de l'équilibre psychologique et physiologique sur le développement intégral d'une nation à l'horizon 2050. Et pour finir, DRC Travel Meet sort de l'ordinaire et prépare cette fois-ci un événement qui débutera du 25 au 26 août 2025 à Kinshasa et abordera plusieurs thématiques, notamment l'innovation, le numérique et l'intelligence artificielle au service du tourisme. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. À chaque numéro involontaire, aujourd'hui, c'est un menuisier qui accepte de partager avec nous son expérience. Alors oui, il est derrière son activité depuis plusieurs années et arrive à s'organiser. Comment fait-il? C'est la grande question. Je vous prie de suivre ce condensé de Junior Bolamba. On se retrouve juste après. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Dans ça la menuiserie aluminium on a ces étagères et à supermarché. Donc pour nous chaba bidon huile, ko chaba milk, donc ko chaba blo moins miké dans le mayonnaise, donc blo belé qui au série qui va rocha na supermarché. Mais à part ça tout ça la biloko ebelé. Ba cloisonnement, ba carbone, ba vitre, donc ba porte, ba fenêtre, ba aluminium so mon nous la beauté nda ko biso tout ça là. Bani musala menuisier on a saïda 5 ans. Na yokoli kota camarade na camarade na ngamu banda musala o liboso na nga zaka na chauffeur mais vika ki no mona ya zo bima ka zo zonga ka zo ya ka nga na opumba mutuka na teme na ndoka ki musala mutuka eza métier nde na meka ko approcher na poussala ki na tuna kende wala no sala nde na singa camarade ya ka na musala na biso ya aluminium pour musala o to sala o eza métier mutuka okumba vraiment eza métier te nde na approcher ki ye malé mais donc pour na koma boeza ki pela mpasi dans la Kemba qui n'a pas transport, donc au San Moussala, au Zoba 1000 francs, 1500 francs transport, au Kangaka Moutema, au Oyeba. Dès na patienta qui vraiment le monde qui comme on fout en mabo.
va permettre vraiment la besoin d'engager. Mais que moi, la difficulté vraiment est en raté dans mes salles, mais il permettre rapidement la besoin d'engager. Seulement pour ça, moi besoin au sali. Mais il dépend de qui n'a pas marché. Pour tous les marché, son marché quotidien, des fois le marché zaten so mané marché non ça au Sicile, na vendre du sous na kina télé na vendre. Pour biso tout dépendra na ba tout ça na ba chinois. Mais vu que ba chinois ça fait moins kilo. Donc on va voir le marché, moi on fout tout le monde là, moi Mickey c'est débarrassé na biso na bango, to vendre ka il suffit qu'il na usine na bango, to vendre ba mettre le sous sous auto travailler na ba architecte ba ko marché à Robin on peut bouiller pour travailler au biki moi na 100 francs de ça. La difficulté au vraiment dans la putain dans kata musala o la difficulté qui est au sala de vie mais au kendo son babiloko il mata presque chaque jour donc la difficulté vraiment ça pour na bongo maré que boso ba obaso ça musala on doit bêter la biso qui et qui personne seulement de vie notamment 1000 beaucoup ça fait moi boulot botika tellement na moi 500 moi 400 mais na l'époque na biso o comme ça pour moi de vie moi 1000 moi sale moi se retrouver sur la 100 on se retrouve à 80 tout ça 50 vie que na mutu nga mo côté na ko sanga mo côté na ko zape ba collègue be lève tout ça na bango to to simbi to kabone mo mke do vie ba difficulté on kuta na vraiment moi conseil na ko pesa ba jeune o bazo kemba o bazo vanda na ndako ba luka ba botola bazo luka ba sala ba porte ko ba c'est la biso to bimana tongo to na poko to kabela bango ba sala erreur pour musala o biso to sala ka soko ye o approcher ngai na ya na kotisa yo o futa ko to ni rien nga non sengo ka tournevis ne biso nga pe ba senga tournevis ba senga ya ka na tournevis o yokola musala na roya na la question atelier yo moko na makasi no moko nde mutu ondo sala be fort o longwa ndako o ya na atelier o ya ko yokola bongo donc de ko vraiment va na ndako bon le baka ye moko vraiment pour musala métier oyo pona ngai soko ye o s'intéresser na ngolo ki Aristote c'était na posa na kota musala na bino na même ayo makasi no moko e baka ndenge ni yo loba. Gouvernement congolais a aidé bisoté. A aidé bisoté pour parce que heureusement des chantiers par exemple à 4 niveaux, 5 niveaux à pesango chinois. Soit pesango chinois par exemple chinois ça les défis ça soit 1 million. Mais 1 million on a 4 chinois et chinois ça musalati. Mais congolais on peut se confesse pour dire qu'il y a ça sérieux ndé le bakaza baza sérieux. Donc on peut essayer marché on a. Biso comme to fabriquer na atelier, biso peut comme to opposé. Mais ko fabriquer na atelier na biso par exemple ça qui na fin du mois. Et ça, par exemple, il faut taper $100. Au ça, $100 mais à la fin du mois, il y a $100. Transport, nous avons 2000 francs. Et on a un gouvernement congolais, à la paix, biso, pénangam, na biso. Ba matière oyo, ba chinois, moutou, ba zoya nango. Ba on a des pommes. Quand on a un mboka Congo, peut tout ça, na ba oyo, ba zapé na ba moyen, au peut ba ko sala biso, ba compagnie oyo, et ba produit, on peut di bande ou ta Chine, ba do tia biso moko ba congolais. Tozo salaka. Vu que tout ça na ba chinois, tout se retrouver, to ba ta la pengam na biso pe ba na mboka. Batapengam na sope bana mboka toko ya boza na chantier mo pe était ana associé na approcher na congolais o approcher nga pe na zupe mbongo wana pe na bani pe musala na CDC o etika la pe na aider pe bande la sope ba no aider étranger ti no aider pe ka biso ba congolais pour mboko ya évoluer. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Et la suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez 100 ans. Au revoir et à très vite.